Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. On prend le large aujourd'hui, c'est magnifique. C'est parti pour le sommaire quand l'océan vient à votre rencontre. La Cité de la Mer s'invite chez vous, décidément. Le monument normand, troisième en termes de fréquentation, ne cesse d'innover et ça vaut le détour. Vous le verrez dans un instant. Bien visualiser les fonds marins pour mieux les comprendre les enjeux de l'océan pour mieux le protéger. C'est l'objectif avec quels outils pédagogiques, quel type d'atelier. Vous allez voir que la sensibilisation, eh bien, ça marche aussi pour les tout petits. Il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et aujourd'hui, je vous parle d'une dame de cœur, Samantha Davis, une skipper expérimentée qui, en plus, porte une grande initiative. Son portrait dans une quinzaine de minutes. On y va. Et ce nouveau numéro du MAG, c'est avec Alexandre Lanoé via Skype. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur de la Cité de la Mer, depuis quand? Alors depuis un peu plus d'un an, même si c'est un établissement qui fêtera ses 25 ans en 2027. 25 ans en 2027, un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an de kiff, si je puis dire. J'ai l'impression que vous ne cessez d'innover, que vous n'arrêtez pas de lancer de nouvelles actions, de nouvelles attractions. J'ai l'impression que c'est vraiment top là-bas. On ne s'ennuie jamais à la Cité de la Mer. Déjà, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'espace. On a 5 espaces permanents. On a ouvert un 6e espace permanent cette année. On en aura un 7e l'année prochaine. Et puis, on en a un 8e qui désormais n'est pas au sein de nos murs, mais qui est en dehors de nos espaces. Donc, on a toujours de quoi faire. On a parfois peur de s'ennuyer. On nous rappelle très vite qu'au final, on aura toujours à faire avec plein de propositions et plein de beaux projets. Ça se trouve où, Alexandre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'y sont jamais allés? Alors ça se trouve à Cherbourg, dans le département de la Manche, c'est en Normandie en réalité. Et c'est un territoire qui est au bord de la mer, qui est face à l'Angleterre, du côté de la mer de la Manche, et qui est absolument magnifique, qui allie la ruralité, les paysages bucoliques, et en même temps une ville portuaire avec son histoire, son atmosphère et aussi son industrie, parce que Cherbourg, c'est aussi une industrie notamment qui est présente à la Cité de la Mer, c'est la construction navale et notamment des sous-marins. Notamment des sous-marins, on va y revenir dans un instant. On a vu ces images magnifiques de Cherbourg, justement, tournées au drone. La Cité de la Mer, c'est combien de visiteurs chaque année? Alors, c'est un peu plus de 300 000 visiteurs chaque année. Wow. Donc, c'est un beau succès. C'est le 3e monument le plus visité de Normandie, notamment après le Mont-Saint-Michel, qui est le premier visiteur en Normandie. Il est dans le même département. Donc, le Mont-Saint-Michel, c'est bien entendu plus de 1000 ans d'histoire. Nous, on est un peu plus jeunes, mais on est quand même aussi monumental et on est très, très fiers d'être aux côtés de ce monument. Qu'est-ce que vous avez impulsé depuis votre arrivée et dans quelle mesure l'innovation est au cœur de votre dispositif? Eh ben, l'innovation au cœur du dispositif, c'est la conviction, mais ça c'est une conviction qu'on partage avec beaucoup de collègues dans plein d'autres établissements, que ce soit muséaux, que ce soit des parcs d'attractions, des parcs à terme, des zoos ou autres, c'est qu'on a une diversité de publics et qu'il faut être en capacité, sans vendre son âme, de toujours présenter des nouveautés en lien avec ce qui fait notre ADN. Nous, c'est la mer, c'est l'océan, c'est l'aventure de l'homme sous l'océan, mais aussi sur l'océan. Donc l'innovation sans se renier, c'est être en capacité d'utiliser les outils numériques, les outils de réalité virtuelle, de réalité mixte, pour pouvoir donner aux visiteurs, notamment... alors, pas forcément les visiteurs les plus jeunes, mais la tranche 15-25, qui est la tranche la plus difficile à faire venir dans nos établissements, qu'on est en capacité de transmettre de la connaissance, du savoir, avec un aspect ludique. Et justement... Pardon. Non. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques incontournables? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, ce qu'on voit et ce qu'on fait à la Cité de la Mer, donc je l'évoquais, c'est un certain nombre de parcours permanents. Le premier d'entre eux, qui est, on va dire, l'espace le plus visité et dans lequel il y a toujours énormément d'attentes, mais les gens sont patients et je leur remercie pour leur patience, c'est la visite du Redoutable, qui est le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, fabriqué à Cherbourg,
qui a été lancé en activité dans les années 70 et qui est revenu chez nous et qui peut être visité depuis 2002. C'est 45 minutes de visite. De fait, ces 45 minutes de visite plaisent beaucoup. C'est ensuite le parcours Titanic, qui est un parcours de 500 mètres carrés qui retrace de manière immersive les différents espaces dans le Titanic, la première classe, la deuxième classe, la troisième classe, avec des objets remontés du champ de débris, c'est-à-dire autour de l'épave du Titanic, puisqu'on ne peut pas aller dans l'épave qui est trop fragile. Et l'autre parcours qui est très attractif, qui fait beaucoup aux visiteurs, c'est ce qu'on appelle Océan du futur. C'est un parcours où vous avez des aquariums, et notamment un énorme aquarium abyssal de plus de 13 mètres de haut, qui reconstitue une fosse corallienne de Polynésie, notamment. Quand avez-vous décidé justement d'ajouter toute la dimension numérique avec toutes ces lunettes de réalité virtuelle ou de réalité mixte justement à vos outils? Comment vous est venue l'idée? Pour vous, c'était un incontournable? C'était un incontournable parce que je vous ai beaucoup parlé de l'océan, de la mer, de l'aventure de l'homme et des individus. Mais la Cité de la Mer, avant tout, c'est dans un bâtiment qui est une ancienne gare maritime Art déco qui fait plus de 15 000 mètres carrés. Donc quand vous arrivez à Cherbourg et à la Cité de la Mer, vous êtes saisi par le caractère monumental du bâtiment. Cependant, quand vous entrez dans le bâtiment, l'histoire, le patrimoine, l'architecture passent au second plan et on est tout de suite plongé dans le bain avec des engins d'exploration sous-marine de l'Ifremer notamment, mais pas que. Et on voulait être en capacité de replacer aussi l'histoire de ce bâtiment et aussi son aspect architectural et monumental. Donc on s'est saisi d'un espace qui aujourd'hui est un espace qui est vide dans cette énorme halle et qui n'est utilisé que partiellement pour des activités de salon ou d'événementiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert au public à la visite. Et on avait besoin de concilier à la fois cette activité, mais aussi une volonté d'avoir une sobriété en termes d'occupation des espaces. Et le virtuel, la réalité mixte, est une solution pour pouvoir concilier à la fois les contraintes que je vous expliquais, mais aussi la volonté de sobriété dans l'objectif de replacer l'histoire au premier plan avant de partir à l'aventure sous l'océan et juste avoir des casques. Au final, avec un système de mapping, est très utile pour pouvoir revivre l'expérience de ce que vivaient les gens dans les années 30 lorsqu'ils arrivaient de Paris à Cherbourg, puisque la gare maritime de Cherbourg et donc de la Cité de la Mer aujourd'hui, c'est un bâtiment dans lequel vous aviez des locomotives à vapeur qui arrivaient depuis Paris pour permettre aux touristes, mais aussi aux émigrants, de pouvoir prendre un bateau vers les Amériques. Que vous dites justement, c'est quoi les retours d'expérience selon les âges, j'imagine, quand on aperçoit le Queen Mary ou justement cette halle magnifique où il y avait tous ces trains à vapeur. Qu'est-ce que vous dites justement tous ces visiteurs? Est-ce que vous avez l'occasion de les écouter? Vous avez peut-être des outils d'évaluation ou peut-être des micro-trottoirs pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent? Comment vous faites justement pour ajuster toutes vos expériences? La première des choses pour ajuster l'expérience, c'est le retour des équipes. Alors, c'est sûr que moi, à titre personnel, en tant que directeur, je suis très présent au début pour écouter, pour tester, pour éventuellement avoir une approche aussi au service de nos visiteurs. Donc, comme on a commencé depuis une semaine, je suis très présent. J'y serai présent notamment ce week-end, puisque c'est le week-end de Pâques. Unanimement, et le retour de nos visiteurs, c'est que c'est bluffant. C'est bluffant parce que déjà, il y a une forme de sécurité pour eux, notamment pour on va dire, des visiteurs qui sont moins touchés par le numérique, donc plutôt la tranche 60-70, puisque eux, ils sont en maîtrise de l'environnement. La réalité mixte permet, grâce à une caméra intégrée dans le casque, d'être en capacité de pouvoir voir quand même son environnement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme à Notre-Dame ou dans d'autres lieux qui ont réussi la réalité virtuelle, immergé totalement dans un environnement virtuel. Donc là, c'est un côté réassurant pour un public qui est un peu plus âgé. Et au-delà de ça,
ça leur permet de découvrir ou de redécouvrir un espace pour, en tout cas, ceux qui connaissent la Cité de la Mer, les locaux, et voir, et même pas que voir, vivre avec l'arrivée des trains, avec des personnages qui vous racontent des histoires qui sont contemporaines de l'époque, vivre l'expérience telle qu'elle était à l'époque, mais même, je vous dirais, telle qu'elle était à l'origine de ce bâtiment même. Et Alexandre, est-ce qu'on trouve un aquarium à la Cité de la Mer? Oui. Je vous ai pas entendu, pardon, j'ai pas entendu votre question. Est-ce qu'il y a un aquarium à la Cité de la Mer? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a 17 bassins, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est notre bassin principal, qui est un bassin abyssal, et plus de 13 mètres de haut. Il reconstitue un récif corallien abyssal de Polynésie. Et ça, c'est vraiment une attraction puisqu'on a différentes espèces, différents individus qui sont dans ce bassin, avec un requin pointe noire, avec des différents types de poissons, notamment. Et puis, au-delà de ce bassin abyssal qui est impressionnant, ce qui était aussi la volonté à l'époque et toujours la volonté aujourd'hui, c'est d'avoir des plus petits bassins qui permettent de voir des espèces, alors bien entendu locales, mais aussi des espèces qui sont considérées comme des espèces résilientes, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. Certains types d'espèces, notamment on peut penser aux méduses, sont en capacité d'être résilients, de s'adapter. Donc nous, la volonté, c'était de montrer que l'océan, c'est à la fois notre passé, c'est notre actualité, mais c'est aussi notre futur grâce à cette résilience que j'évoquais. Cette année, la Cité de la Mer, on l'a bien compris, suscite encore l'événement, mais la Cité de la Mer se déplace. Vous proposez aussi des voyages itinérants, si je puis dire. Vous allez à la rencontre des gens. Oui, voilà. On a voulu, après bientôt 25 ans d'existence, être en capacité de se rapprocher des publics. Pas que nos publics, pas que ceux qui sont déjà venus à la Cité de la Mer, mais les publics les plus éloignés, ceux qui ne sont jamais venus, parfois. Mais surtout ceux qui ne sont pas en capacité de venir parce que c'est trop loin, parce que c'est cher, peut être cher de se déplacer, ou parce qu'il y a un problème de mobilité physique ou autre. Donc notre conviction, elle était double. La première, c'était de rapprocher la culture, et notamment la culture scientifique, de tous les publics, notamment les publics les plus éloignés, en milieu rural plus particulièrement. Et notre deuxième conviction, c'était de continuer de faire notre plaidoyer au service de l'océan, voilà, de montrer qu'il est beau, mais aussi de montrer qu'il est fragile, avec une double expérience. La première étant une expérience immersive avec un film qui a été réalisé avec une caméra en 360 dans ce qu'on appelle le triangle de corail en Indonésie, toujours pour montrer à la fois la beauté et la fragilité, mais à côté de ça, pas uniquement être dans de la présentation ou même presque de la consommation, dirais-je, mais d'avoir des ateliers que l'on peut effectuer soit pour les écoles, soit pour les centres de loisirs, en famille, entre amis, sur différents aspects de l'océan, au niveau du plancton, du phytoplancton, au niveau des cétacés, au niveau des tortues, au niveau du plastique, pour être en capacité aussi que chacun puisse être acteur de son expérience culturelle. L'idée, c'est d'aller voir effectivement le maximum de personnes. Et cela dans 9 communes, vous espérez, à moyen terme, après, dépasser les frontières du Cotentin? Pour l'instant, on a 9 communes, puisque cette expérience, effectivement, se déroule du début avril, donc du début des vacances de printemps, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, même jusqu'à septembre plutôt, avec possibilité d'extension. Donc on a 9 communes. On a déjà beaucoup à faire dans le Cotentin, puisqu'en réalité, il y a 129 communes dans le Cotentin. Mais oui, de toute façon, nous sommes ouverts et nous sommes en capacité demain de pouvoir nous exporter sur d'autres territoires qui souhaiteraient, voilà, ou qui partageraient en tout cas cette volonté de plaidoyer, de protection aux côtés de la Cité de la Mer, mais aussi aux côtés des partenaires de la Cité de la Mer scientifiques tels que l'Ifremer ou la Fondation Tara. C'est quoi le triangle de corail et comment justement vous avez travaillé avec Stéphane Urbinati pour ce film qui s'appelle Les Gardiens du Triangle Bleu? Alors le triangle de corail, c'est une zone en Indonésie qui ressemble plus ou moins à un triangle en fonction des différentes îles. C'est aussi une zone où vous avez la plus grande biodiversité marine. Donc ça, c'est un véritable intérêt pour
pour expliquer, pour présenter les différentes espèces, pour présenter le corail, pour présenter aussi les risques, puisque voilà, ce sont des mers comme d'autres qui peuvent être soumis à la pollution, au rejet des déchets par l'homme. Et le travail avec Stéphane Urbinati, qui s'est vraiment très bien passé, c'était cette volonté, bien entendu, d'avoir un très beau rendu à la fin, mais surtout de travailler avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. Des valeurs de protection, des valeurs de préservation, mais aussi des valeurs de diffusion auprès du plus grand nombre de ces enjeux océaniques. Alexandre, pour en revenir à votre exposition phare, la toute dernière, pourquoi le Titanic a une place particulière à Cherbourg ? Alors, il a une place particulière à Cherbourg. On le sait pas trop, sauf pour les fans de Titanic, de l'histoire et même du film. C'est que le Titanic quand il est parti de Southampton, qui était son point de départ en Angleterre, sa dernière escale continentale, donc son unique escale continentale, c'est Cherbourg. C'est en 1912, c'est quelques jours avant son naufrage. Et donc, forcément, ça fait partie de cette grande histoire. L'avantage aussi de ce lien très particulier de cette exposition, c'est que le premier Français à avoir découvert ou redécouvert l'épave dans l'océan Atlantique du Titanic avec l'Ifremer, c'est Paul-Henri Nargeolet. Paul-Henri Nargeolet, qui est un Français, et au-delà d'être Français, c'est que Paul-Henri Nargeolet a fait aussi ses premières armes professionnelles à Cherbourg. Donc il avait une affection pour cette ville, et Paul-Henri Nargeolet, tout au long de sa carrière, entre 1985, redécouverte de l'épave, et sa disparition tragique en 2023, a travaillé pour l'entreprise américaine qui a remonté les objets et qui est propriétaire, gestionnaire de ces objets. Et autour de cette amitié, de tous ces liens, de tous ces hasards, en réalité, autour de Cherbourg, que ce soit pour l'histoire du Titanic et même plus tard pour Paul-Henri Nargeolet, c'est la conjonction qui a permis de créer un lien et de dire, en fait, les objets viennent à Cherbourg. Ils viennent à Cherbourg pour 2 ans, et tous les 2 ans, nous avons de nouveaux objets. Ouais. Et Alexandre, parmi les objets retrouvés, il y a les effets de Marianne Minwell, une passagère de 3e classe. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire et pourquoi ces objets à elle, en fait ? Alors, Marianne Minwell, c'est une histoire assez particulière, tragique, bien entendu, comme beaucoup d'autres passagers à bord. Marianne Minwell, c'est cette femme qui quitte l'Europe pour se rendre aux États-Unis pour retrouver sa fille, qui est veuve, qui a 2 enfants. Et sa démarche, c'est que sa fille ne soit pas seule et que par ailleurs, elle soit accompagnée dans l'éducation de ses enfants, puisque c'était pas évident pour sa fille. Donc, Marianne Minwell décide de tout quitter en Europe. Et elle voyage avec le certificat de mariage de ses parents, notamment, et puis d'autres effets personnels qui sont à elle. Et la spécificité dans l'histoire de Marianne Minwell, c'est qu'elle devait prendre, en quelque sorte, le frère jumeau, un des frères jumeaux du Titanic, qui s'appelait le Majestic. Elle avait un billet qui est exposé à la Cité de la Mer, son billet de transport, où le mot Majestic est barré. Et à côté, vous avez le mot Titanic. Et en fait, pourquoi elle passe du Majestic au Titanic, c'est que vous avez une grève en Angleterre à cette époque qui fait que vous avez une diminution de la quantité de charbon disponible pour les bateaux, puisque les bateaux à l'époque utilisaient du charbon pour voyager. Et donc, elle l'est transférée sur le Titanic. Et malheureusement, à cause de ce malheureux hasard, Marianne Minwell vient à tragiquement décéder dans le naufrage du Titanic et ne peut rejoindre sa fille. Et grâce à la remontée de certains objets, grâce au fait que ces objets notamment étaient dans une mallette en cuir, ils ont été très bien conservés et ils peuvent être visibles aujourd'hui assez facilement à Cherbourg. Le Titanic qui a donc fait escale à Cherbourg, unique escale du coup en Europe, c'était le 10 avril 1912 à 18h35 pour être précis. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix.
Aujourd'hui, on parle de Samantha Davis, une skipper qui, à bord de son bateau Initiative Cœur, défie les océans pour une cause qui dépasse largement les frontières de son sport. Et oui, Samantha Davis, qu'on appelle aussi la Dame de Cœur, et à juste titre, est une navigatrice anglaise expérimentée, installée à Lorient, en Bretagne, avec une carrière marquée par 6 tours du monde et de nombreuses transatlantiques. Mais elle ne navigue pas seulement pour la performance. À bord de son bateau Initiative Cœur, elle porte un projet majeur visant à sauver des enfants atteints de malformations cardiaques graves. Le principe est simple. Chaque internaute qui suit la course de Samantha permet de récolter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui finance des opérations vitales pour des enfants venus de pays en développement. Pour chaque nouveau fan sur les réseaux sociaux d'Initiative Cœur, les sponsors du bateau versent 1 euro. L'objectif est de financer un nombre précis d'opérations chaque année. Si on prend le Vendée Globe, par exemple, 106 enfants vont pouvoir être opérés cette année grâce à cette initiative. On écoute Samantha au sortir de son épopée. Je suis heureuse parce que je rentre avec un Vendée Globe bouclé, avec 106 enfants sauvés et une aventure incroyable derrière moi. Donc je suis hyper heureuse. J'ai pas le classement que je souhaitais. J'aurais bien aimé être dans les 10. Le niveau est tellement élevé, si tu fais les erreurs, tu paies cher. La satisfaction de la compétition est quand même là, parce que j'ai réussi à pousser mon bateau à fond. Oui, je suis triste, c'est fini. Et d'ailleurs, après cette course, Violette d'Orange, la star de la dernière édition du Vendée Globe, et dont Sam est l'idole depuis toute petite, a rejoint le projet Initiative Cœur. Pour rappel, elle est la plus jeune navigatrice à avoir terminé un Vendée Globe. Sam et Violette vont donc naviguer ensemble lors des prochaines grandes courses, avec en ligne de mire la Transat Café L'Or 2025 en octobre prochain. Le projet Initiative Cœur porte aussi des visages comme celui de Naila, une petite fille qui a été opérée avec succès en 2021 grâce à cette chaîne de solidarité. Son portrait est visible sur le bateau, sur la voile du bateau, comme on peut le voir. Depuis sa création en 2009, Initiative Cœur a déjà permis de sauver plus de 500 enfants. Alexandre, quelle place est-ce que vous réservez aux navigatrices et navigateurs à la Cité de la Mer ? Alors c'est une place de cœur, puisque un de nos membres et qui nous accompagne en termes d'expertise et de conseils, c'est entre autres François Gabard. Pour nous, les navigateurs ont une place importante, mais qui deviendra de plus en plus importante dans nos parcours et notre parcours notamment Océan du Futur, parce que on les considère comme des vigies de l'océan. Ils se rendent compte du changement climatique et ce sont des passionnés. Ils en parlent, donc forcément, c'est quelque chose qui est important pour nous et la sensibilisation qu'on fait, que ce soit autour de différentes courses comme celle sur Café L'Or, la Route du Rhum ou même plus localement la Fastnet à Cherbourg, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc on tient à eux. Ils sont présents d'une certaine manière, mais il y aura un travail d'ici quelques mois, quelques années, mais pas trop, pour améliorer grandement leur place chez nous. La réalité virtuelle, le numérique, vous avez le sentiment justement que ce sont des outils puissants pour faire comprendre au grand public les enjeux climatiques, notamment concernant les océans, bien plus que de simples aquariums comme il y en a dans toutes les villes. Parce que c'est vrai que pour avoir fait pas mal d'aquariums, on voit des espèces, même en voie de disparition, on voit beaucoup de choses très intéressantes, avec beaucoup de choses pédagogiques qui sont écrites, mais parfois, on ne percute pas, peut-être, concernant les enjeux. Vous avez l'impression que vos expériences permettent justement d'avoir accès, si je puis dire, à cette sensibilisation ? Oui,
Le virtuel peut, d'une manière, et notamment sur la Cité de la Mer Saint-Vite chez vous et l'itinérance, présenter aux personnes que, bien entendu, ça se passe à côté de chez eux, mais pas uniquement à côté de chez eux, parce que c'est tout un cycle. Les phénomènes de phytoplancton puis de zooplancton, donc toute la chaîne alimentaire en circuit, c'est quelque chose qui se passe partout, bien entendu. On a aussi beaucoup d'ateliers pédagogiques chez nous où on présente la façon dont travaille l'écosystème, les écosystèmes. Et puis, forcément, les aquariums, vous l'évoquiez, c'est important. C'est important surtout quand les aquariums désormais ont une démarche, on le voit chez nos confrères et nous on le fait et on l'entamera de plus en plus dans les années qui viennent, une démarche de préservation de certaines espèces qui sont bien entendu lointaines mais qui sont menacées là où elles sont. Et d'une certaine manière, au-delà d'être menacées, il faut aussi préserver cette biodiversité sur place. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire de prélèvement d'espèces, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Polynésie. Il faut laisser la biodiversité locale se faire. Donc c'est un ensemble. Le virtuel y contribue grandement puisque le virtuel c'est vraiment expérientiel. Vous le pratiquez. Vous n'êtes pas uniquement dans de l'observation. Ça passe aussi, donc, comme je l'ai évoqué, par le pédagogique et puis ça passe aussi par des démarches scientifiques intégrées que l'on doit expliquer au grand public lorsqu'il visite nos espaces. Pas uniquement présenter des espèces, mais présenter aussi tout le travail de préservation que nous on fait pour éviter le prélèvement, pour permettre aussi que ces espèces puissent continuer à vivre, même si malheureusement c'est en captivité, et puis pour permettre aussi d'améliorer le bilan carbone, puisque des transports d'espèces, à l'époque, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais c'était un bilan carbone conséquent. Merci infiniment pour votre témoignage et pour nous avoir expliqué effectivement toutes vos initiatives, toutes vos actions au sein de la Cité de la Mer, magnifique cité du côté de Cherbourg. Allez-y pendant les vacances, et pas seulement, c'est tout simplement magnifique, et on en prend plein les yeux. Merci encore Alexandre, à très bientôt. Alix se retrouve demain. Merci. À demain. Pour un nouveau MAG, une nouvelle émission. Excellente journée, ciao.